Bienvenue au Polysécure épisode spécial Sécure. Je suis avec Alexis et Mathieu. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez présenter brièvement? Oui, mon nom c'est Alexis de Région-Can. Je suis le directeur du centre de R&D de la compagnie I7 et on est basé à Montréal. Et moi, c'est Mathieu Tartare. Je suis chercheur en logiciel malveillant au centre de recherche d'I7 basé à Montréal également. Très intéressant. Vous êtes venu présenter au Sécure justement sur des aventures en divulgation. Justement, tout le périple que ça va. Vous avez montré, vous n'avez pas discuté de cas qui ont bien fonctionné, de cas qui ont très mal fonctionné. Puis vous avez fait un petit lien avec un cas qui est plus local là, ici. Je vais vous laisser faire un topo général de votre présentation, puis après ça, on va aller dans les questions. Oui, bien, on a voulu partager nos expériences en divulgation de problèmes de sécurité, oui, de failles logicielles, mais aussi d'autres types de problèmes de sécurité. Notamment des problèmes de divulgation, de situations de compromission, où là, il n'est plus du tout question de divulguer une situation de vulnérabilité où il faut agir dans un délai donné. Là, c'est des situations où il y a urgence et on a besoin de contacter les organisations rapidement et on a besoin qu'elles agissent également rapidement en conséquence. Ouais. Et vous avez justement rencontré, vous avez commencé par le cas le pire lors de la présentation, mais j'aimerais ça qu'on revienne quand même dessus parce qu'il est très intéressant, parce que c'est probablement la démonstration de tout ce qu'il ne faut pas faire de la part d'une compagnie qui reçoit une divulgation. Oui, le cas qui était très fait près de chez nous, le cas de Louis et des failles de Maxica de Vérif. Comme tu dis, c'est comme un textbook exemple de comment ne pas gérer une situation de vulnérabilité. Dans le fond, on se rappelle qu'est-ce qui s'est passé. Il y a eu l'application pour gérer le passeport vaccinal qui a été déployée, je pense assez rapidement. Puis, quelqu'un, de façon de ne pas vouloir être identifié, on l'appelle Louis, là. Louis s'appelle Louis, comme pseudonyme, a essayé d'alerter le gouvernement de cette faille-là qui permettait à n'importe qui de se forger un passeport vaccinal valide. Donc, une faille qui défaisait la seule utilité du passeport vaccinal. Puis, la communication n'a définitivement pas bien fonctionné. Je pense que Louis n'avait pas eu de bon interlocuteur à qui expliquer le problème. Ça a fini par passer par les médias. Et l'interlocuteur qui a pris le message, était notre gouvernement québécois, a mal reçu l'information et a menacé de poursuite, a vraiment essayé de braquer, là, même si on est en 2022 et que ça fait des années que les organisations sont censées être habituées de gérer ce genre de rapport-là, notre gouvernement a montré qu'il n'était pas tout à fait mature à ce niveau-là. Oui, effectivement, c'est un peu décevant des deux côtés parce que là, il y a des erreurs. En fait, tout le monde a fait des erreurs, puis ça a pris un certain temps, en tout cas, tout étant relatif, entre autres au gouvernement, à se ressaisir. Puis heureusement, il s'est ressaisi, puis il est avec une plateforme qui, elle, est excessivement mature et relativement complète. Il y a très peu d'imperfections, justement, comme vous mentionnez là, lors de la conférence. Fait que ça a été quand même une occasion de s'améliorer à travers tout ça. Puis c'est ça, en ce sens-là, je trouve ça très bien qu'il puisse rebondir sur cet élément-là pour arriver à quelque chose de positif en bout de compte, au lieu de juste fermer la porte. Là, on regarde comme la compagnie dans un certain pays qui a carrément fermé la porte sur les doigts, puis ça a été la panique, puis et tout ce que ça l'a mené avec des menaces de poursuite, tout ce que ça l'a mené, qui, eux, n'ont jamais vraiment voulu admettre quoi que ce soit, puis n'ont pas de repenti de rien, là. C'est ça, juste pour fermer la boucle sur le passeport vaccinal, c'est vrai qu'au final, ça a eu du bon. On en a beaucoup entendu parler dans les médias. Hein. Fait que monsieur et madame tout le monde, à l'extérieur de la communauté de sécurité informatique, ont entendu parler de tout ça. Tout le monde a pu voir comment ça fonctionnait. Quelqu'un bien intentionné, le gouvernement de la façon qu'il répondait. Donc, j'ai trouvé ça le fun que monsieur et madame tout le monde soit exposés à ça. Des gens en sécurité qui s'intéressent aux vulnérabilités logicielles, on vit ça un peu dans l'ombre depuis des années. Puis là, c'est venu au grand jour. Donc ça, c'est bien. Et comme tu le mentionnes, la plateforme de divulgation du gouvernement est très bonne. Elle semble du moins faire le travail. Donc, nette amélioration.
Mais je vais peut-être laisser Mathieu parler un peu de nos expériences à nous, pas tant dans la divulgation de logiciels, mais vraiment quand nous, on a à contacter des organisations qui sont compromises et qui sont utilisées par des attaquants comme plateforme pour lancer d'autres attaques. Oui, c'est ça. Nous, généralement, quand on va se retrouver à contacter une victime, en fait, elle est en situation de compromission. C'est pas une situation de vulnérabilité. La compromission a déjà lieu, elle est en cours, et c'est d'autant plus problématique quand on est en présence d'une compagnie de développement logiciel. Donc, on a découvert plusieurs cas de ce qu'on appelle des attaques sur la chaîne d'approvisionnement, de la chaîne d'approvisionnement logiciel, pour être plus précis. Et là, c'est des cas qui sont problématiques dans le sens où ces compagnies qui sont victimes de compromission, elles vont pouvoir être utilisées par les attaquants pour pouvoir déployer du malware par l'intermédiaire de leur logiciel chez de nombreuses victimes. Ces nombreuses victimes étant tous les utilisateurs des logiciels de ces compagnies compromises. Et ce qu'on a présenté justement à Secure, c'est plusieurs cas de figure où c'est des compagnies de développement logiciel qui notamment développent des logiciels pour des organisations gouvernementales, par exemple, sont totalement incapables de gérer la situation correctement, dans le sens où on s'est aperçu que déjà elles étaient très compliquées à contacter pour leur notifier d'une compromission, alors qu'on est dans une situation d'urgence absolue, puisque ce sont des compagnies qui ont pour clients, par exemple, des compagnies des organisations gouvernementales et qui sont compromises par des groupes de cyberespionnage. Donc ici, on essaye de contacter ces compagnies, on se rend compte qu'il n'y a aucun formulaire ni aucun point de contact approprié pour les contacter. Et une fois qu'on parvient enfin à les contacter, on est face à plusieurs cas de figure où on va observer la stratégie de l'autruche, le déni, les menaces voilées lorsqu'on veut rendre public les compromissions afin de protéger les utilisateurs finaux. Donc c'est sûr que oui, et comme on l'a présenté à Secure, on a fait face à de nombreux cas de figure où des organisations n'avaient pas du tout la maturité nécessaire pour gérer de telles problématiques, de telles situations de compromission, alors que ce sont des organisations qui ont des utilisateurs qui peuvent être compromis par leur logiciel. Oui, absolument. Puis ça, on n'embarquera pas plus profondément là-dedans parce que on n'est pas là pour refaire la conférence. Vous aviez amené des points importants pour ceux qui voudraient augmenter leur maturité en choses, parce que vous avez soulevé, il y avait des problèmes de langue, des problèmes de type de contact, de genre de choses comme ça. Est-ce que vous pouvez repasser rapidement sur les meilleures pratiques, ce qui va essentiellement aider votre travail puis qui aiderait un futur Louis à éviter de se mettre dans l'embarras en voulant crier au loup trop vite? Oui, dans le fond, ces conseils-là s'adressent à des organisations qui ont soit de l'infrastructure exposée à Internet, qui est des serveurs, ou qui développent un produit logiciel qui est vendu là, à des tierces parties. Là. Donc, pour faciliter l'échange d'informations, même pour faciliter la réception d'informations liées à un problème de sécurité, dotez-vous d'une page de contact avec une façon pour les chercheurs de vous contacter pour des enjeux de sécurité. Donc, et puis là, on a une adresse de courriel, là, envoyez ça à info@commercial, le nom de votre compagnie. Là. Ça prend vraiment quelque chose qui va être traité rapidement par des gens qui sont familiers avec les enjeux de sécurité. Donc, ça, c'est la première chose. Il faut que ça soit facilement identifiable sur le site web et que ça aille aux bonnes personnes. Ensuite, les bonnes personnes qui vont récupérer ces rapports-là, ces contacts-là, il faut qu'ils soient capables d'agir rapidement pour trier le bruit, parce qu'il va sûrement avoir du spam ou des rapports un peu bizarres là, qui n'ont pas trop d'intérêt, mais qu'ils soient capables de discerner les demandes, les rapports sérieux et d'établir une relation, une communication avec la personne qui ne leur veut que du bien. Hein. En fin de compte, nous, quand on entre en contact avec une organisation compromise, on n'est pas là pour leur demander de l'argent. On ne demande jamais un sou, by the way. On n'est pas là pour leur vendre un produit. On n'est pas des vendeurs, on est simplement là pour les aider à récupérer
de l'infection, puis que l'attaquant perd son point de pivot, puis l'empêche de faire d'autres dommages. Donc, avoir un mécanisme de communication que les gens comprennent que la majorité des gens qui rapportent des problèmes de sécurité ne sont pas là pour leur faire du mal. Ouais, mais les gens, ça, ils ont le plus peur de l'embarras qui est associé avec ce genre de choses-là. Il vaut mieux parce que. C'est un bon point parce que l'embarras, il va être là de toute façon. L'information, elle va sortir. Nous, là, si on se peut, et Mathieu l'a montré dans certains cas de figure, on a un cas avec c'est Able. C'est Able Desktop, qui est une compagnie qui a nié avoir quelques problèmes que ce soit. Jusqu'au lendemain, on avait rendu notre rapport public. Et là, soudainement, ils ont plaidé que c'était une mauvaise communication et qu'on s'était mal compris. Donc, l'embarras, dans leur cas, était bien pire dans ce cas-là que s'ils avaient collaboré avec nous, parce que l'information va sortir. Donc, il faut gérer les choses de la bonne façon. Et puis, l'embarras, tout le monde se fait pirater. Tout le monde a une compromission un jour ou l'autre. Ça arrive à tous les jours. La honte ou l'embarras vient de quand on gère la situation de façon comme des amateurs et qu'on essaie de nier le problème, de minimiser le. Ouais, ben c'est un peu old school, cette façon de vouloir cacher ou dissimuler les choses. C'est ça qui est étrange dans l'ère dans lequel on est. Et justement, on sait, pour les personnes qui sont moindrement éveillées, puis en plus des entreprises en technologie dans lesquelles on voit ça normalement de façon assez courante. Là. On lit un peu les nouvelles, puis c'est pas surprenant de savoir qu'une compagnie qui s'est fait attaquer ou qu'il y a eu une fuite ou qu'il y a eu une compromission. C'est rendu malheureusement quasi une normalité, là. Voilà. Fait qu'on juge, on peut juger, disons, de ces incidents-là. On peut juger des compagnies victimes sur la façon dont ils vont réagir. Dans les bonnes pratiques ou les conseils, tantôt, j'ai oublié de mentionner de communiquer avec les parties affectées. Donc, si vous travaillez pour une organisation qui développe du logiciel et que vous vous faites compromettre votre infrastructure et que l'attaquant a inséré du code malveillant dans votre logiciel, et que ce code malveillant-là a été poussé à tous vos clients, il faudrait peut-être leur dire très rapidement à tous ces clients-là, il nous est arrivé un incident et vérifier vos systèmes parce qu'il y a un attaquant qui est passé à travers notre infrastructure pour se rendre à vous. Ça, c'est le cas de figure de SolarWinds. C'est exactement ça qui s'est passé. L'attaquant a compromis SolarWinds, puis ensuite est allé pousser son code malveillant chez tous les clients ou une grande partie des clients de SolarWinds. Donc, c'est important de communiquer avec ces clients-là. Ça fait partie de la responsabilité des organisations. C'est ça, je trouve ça très intéressant parce que vous avez parlé des volets de chaîne d'approvisionnement, parce qu'après SolarWinds, c'est comme tombé mort. On n'a plus vraiment entendu parler de ce type d'attaque-là. Et pourtant, il est encore très présent, puis probablement même plus présent maintenant, surtout dans le contexte de guerre en Ukraine présentement. C'est plus des tactiques qui vont être plus utilisées maintenant. Donc, je trouve ça très intéressant d'avoir ramené ça à l'avant-plan, justement pour nous rappeler que ça existe. Puis c'est des armes de multiplication très importantes, l'attaque de la chaîne d'approvisionnement, parce qu'on n'attaque plus on attaque un, mais de fait, on en attaque 10, 100, 1000 facilement d'un seul coup. Puis clairement, c'est rendu à la disposition des attaquants de sophistication moyenne à élevée. Là. Donc, on n'est plus dans la rareté qu'on pouvait plaider avec SolarWinds, qu'on disait oui, c'est des espions russes, c'est beaucoup d'argent, blabla. Ça a l'air d'être beaucoup plus accessible maintenant. Puis rapidement, à part de ça. Là. Mm-hmm. Puis, tu parles de la multiplication, c'est ça, c'est simplement de compromettre une organisation pour pouvoir ensuite automatiquement compromettre des centaines de milliers ou voire des centaines de milliers d'autres. Il y a les deux cas de figure. Hein. Il y a des attaques de supply chain dont le but était d'infecter le plus grand nombre de personnes. Là où le motif est financier, mais il y a le motif d'espionnage. SolarWinds, au final, ceux qui ont vraiment eu du dommage comme tel, hein, c'était seulement quelques organisations. Donc, au final, ils ont utilisé SolarWinds pour aller cibler seulement quelques-uns de leurs clients, parce que le but, c'était de faire de l'espionnage de façon précise et rester le plus silencieux possible. Mais c'est quand même assez exceptionnel l'argent qui a été investi pour cibler si peu de gens que ça. Fait qu'il y a vraiment juste des États qui ont les moyens de se payer ce genre de luxe-là parce que c'est pas gratuit ce qu'ils ont fait. Dans le cas de SolarWinds, c'est assez exceptionnel, mais dans le cas que vous avez amené, il était de toute apparence beaucoup plus simple parce que l'entreprise est un peu moins mature au niveau de son développement sécuritaire.
Est-ce que vous avez d'autres conseils pour les compagnies lesquelles ils devraient faire pour justement faciliter les choses, au-delà du fait de pas de rester calme? Oui, rester calme et parler, communiquer. Je pense que ça fait le tour. On s'est fait poser la question, mais d'un point de vue de client. Quand on est un client et on va acheter un logiciel d'une compagnie, d'un éditeur logiciel, qu'est-ce qu'on peut faire pour choisir un éditeur logiciel un qui serait meilleur qu'un autre d'un point de vue de sécurité? C'est vraiment difficile à répondre. On a vu des compagnies, des organisations très petites, très immatures, disons, au niveau de sécurité, se faire compromettre. Puis le SolarWinds, qui est une grosse boîte avec un ciseau, avec des équipes de sécurité interne, ils se sont fait compromettre quand même. Une des choses que je disais, c'est de s'attarder. Est-ce que par contrat, on peut demander à notre fournisseur logiciel de s'engager à communiquer avec ses clients s'il arrive une brèche de sécurité? On ne peut pas les forcer à ne jamais se faire compromettre, là. Mais au moins, le minimum, c'est d'avoir l'information le plus rapidement possible. Ça, c'est une chose qui serait faisable, ou du moins qu'on pourrait commencer à exiger de plus en plus. Intéressant. Là, je reprends une question qui avait été posée lors de la présentation, mais qui n'a malheureusement pas été reprise dans la rediffusion. Le sécurité.txt, puis tout le volet de finalement, moi, la question adjacente à ça, c'est avoir un API de divulgation, parce que vous êtes des professionnels dans le milieu. Je ne suis pas quelqu'un dans un sous-sol, mais il y a beaucoup de professionnels comme vous autres qui œuvrent dans ce milieu-là. Est-ce que c'est des avenues qui pourraient être facilitantes pour tout le monde? C'est une bonne question. Le sécurité.txt, c'est un espèce de format standard pour mettre les façons de contacter une équipe de sécurité. Tu mets ça dans la racine d'un site web. L'idée, bonne en pratique, on la voit très peu être utilisée. C'est une des choses qu'on regarde quand on essaie de trouver un bon contact, là, quand on entre en contact avec une organisation. Donc, c'est une bonne idée. Ceci étant dit, au niveau d'un outil, disons, pour automatiser avec un API ou quelque chose du genre, ça arrive fréquemment qu'on a à communiquer avec des gens, mais à révéler des trucs, mais pas assez pour dire que ça va nous prendre un système pour faire des notifications automatiques. Le truc, c'est qu'il y a toujours des humains. Il faut qu'il y ait des humains qui se parlent. On n'a pas le choix parce que c'est jamais arrivé qu'on a fait un rapport de divulgation puis on dit merci, votre rapport est tellement complet, on n'a aucune question, c'était trop clair. On ne se reparle plus. Il y a toujours des allers-retours, des clarifications. Donc, je pense que c'est vraiment important de garder ça, la relation humaine. Puis, je pense que je vais le dire plusieurs fois dans le podcast, c'est la communication, c'est d'être ouvert et de dire oui, parfait, on a trouvé ça. Peux-tu vérifier si c'est réglé? Peux-tu me donner un peu plus d'indices? On ne trouve pas exactement la source. Ça fait ça en prendre d'aller-retour. C'est parfait. Moi, ça fait le tour. Est-ce que vous avez un mot pour conclure? Non, il n'y a pas de mot pour conclure. C'est suffisant comme ça? Je pense que c'est suffisant, oui. Super. Mais merci beaucoup. Merci de votre générosité. Merci de votre temps. C'est très apprécié. La conférence était très intéressante. Puis j'espère que ce petit complément d'information-là sera également intéressant pour tout le monde. Merci. Merci beaucoup.